Bonjour à tous, bienvenue au webinaire dans le cadre de la Journée mondiale obésité qui a pour intitulé Professionnels de santé, patients, société, tous grossophobes, point d'interrogation. Donc ce webinaire qui est organisé dans le cadre de la Journée mondiale obésité est organisé par la structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition. Donc, l'Astral Nutrition, c'est une association collégiale, loi 1901, qui a été instaurée depuis 2016. Nous avons des financements de la part de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, de l'ADEME, et également de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Notre mission principale, comme la plupart des structures régionales d'appui et d'expertise dans le Pays de la Loire, c'est d'animer et d'accompagner le réseau. Et donc, nous, le réseau, plus particulièrement des acteurs de la nutrition en région. À l'heure actuelle, nous avons un peu plus de 1000 adhérents. L'adhésion est gratuite, prise en charge en tout cas financièrement par l'ARS. Et elle est possible en ligne sur notre site internet. N'hésitez pas à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Et parmi nos adhérents, nous avons vraiment une représentation assez large des professionnels auprès desquels nous intervenons, donc à la fois des professionnels de santé, mais également des agents de collectivité, des acteurs associatifs, etc. Les 4 champs d'activité dans lesquels nous intervenons sont ceux-là, donc l'activité physique et la sédentarité, avec notamment un dispositif sur la prescription d'activité physique. Et puis, on a également un champ sur l'alimentation, à la fois petite enfance et puis personnes en situation de handicap, et également un volet sur l'accompagnement des collectivités. Un champ également d'intervention sur la dénutrition, notamment la dénutrition de la personne âgée, avec des actions que l'on mène tous les ans au cours de la Semaine nationale de la dénutrition. Et puis, notre 4e domaine d'intervention, qui est celui qui nous réunit aujourd'hui, qui est l'obésité, à la fois adulte et pédiatrique, avec notamment un projet coporté avec le CHU d'Angers, qui est le projet Obépédia. Voilà, j'en ai fini pour la présentation succincte de l'ASTRAE. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions ultérieurement. Je vais laisser la parole du coup aux professionnels intervenant dans le cadre de ce webinaire. Et donc, nous avons à nos côtés la chance d'avoir Delphine Rommel, qui est maître de conférence en psychoclinique à la faculté de Nantes, et Lou, qui est accompagnée par Lou Monzac, qui va se présenter aussi. Je vous laisserai vous présenter plus précisément les unes et les autres. Et ensuite, en deuxième partie, nous aurons Estelle Griden, qui est sociologue attachée de recherche au STAPS de Nantes. Donc, je vais laisser la parole en premier à Delphine et à Lou, qui vont nous exposer leur partie. Donc, bonjour à tous. D'abord, je m'appelle Delphine Rommel, je vais me présenter peut-être pour commencer. Je suis donc maître de conférence en psychologie clinique, comme le disait Marine, au sein de la faculté de psychologie de Nantes Université. Et puis, je suis membre titulaire du laboratoire de psychologie des Pays de la Loire, qui est un laboratoire de psychologie bicite, puisque c'est un laboratoire qui se situe en même temps à Nantes et à Angers. Et cette présentation, elle a été pensée avec Lou Monzrac, qui est donc diététicienne nutritionniste, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. En fait, je fais une présentation à une seule voix, puisqu'elle était engagée sur un autre cours qu'elle doit donner en parallèle de notre webinaire. Mais je remercie Lou pour nos échanges sur le sujet. Je profite aussi de ce temps pour remercier la SRAE de m'avoir invitée sur ce webinaire. J'étais heureuse de vous retrouver et j'espère qu'on pourra continuer à travailler encore sur de nouveaux projets ensemble. C'est toujours agréable de travailler avec vous. Donc, sur ce webinaire portant sur la question de la grossophobie, moi, je voulais, et avec Lou, on voulait vous parler plus spécifiquement d'un concept qui est un concept initialement de psychologie sociale, qui est celui de la menace du stéréotype. Bien sûr, je vais vous expliquer de quoi on parle quand on parle de menace du stéréotype. Et donc, l'objet de la présentation sera de discuter de la menace du stéréotype dans l'obésité et dans quelle mesure cela va impacter le recours aux soins des personnes qui présentent un état d'obésité. Pour replacer un peu de contexte en préambule, je reviens rapidement sur la définition que l'OMS a donnée de l'obésité. Donc, une définition assez succincte, puisque l'OMS va définir l'obésité comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire
à la santé. Toujours selon l'OMS, on va considérer que la cause fondamentale de l'obésité et du surpoids, c'est un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et les calories dépensées. Dit comme ça, concrètement, ça veut dire que selon l'OMS, la cause fondamentale de l'obésité, c'est le fait de trop manger et de pas assez bouger. Et ça paraît finalement extrêmement simple. On pourrait se dire que la réponse devrait aussi être assez simple et on l'entend assez régulièrement, manger moins, bouger plus. On est bien au fait, me semble-t-il, sur le fait que manger moins, bouger plus, ça n'a toujours pas réglé le problème de l'obésité en France et dans le monde. Et donc, on peut assez simplement imaginer que ça, c'est un peu la partie émergée, là, la partie visible de l'iceberg sur le petit dessin que je vous propose, et que c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'un déséquilibre énergétique. Peut-être que le déséquilibre énergétique, finalement, c'est ce que l'on voit de l'obésité, ce qui serait peut-être une symptomatologie centrale dans l'obésité. De là à penser que ce serait la cause, me semble-t-il qu'il faut aller un petit peu plus loin. Et c'est donc dans une conception biopsychosociale que moi, je vais ancrer mes propos. Donc, l'idée ici, c'est que ma lecture de l'obésité s'ancre dans cette conception biopsychosociale. C'est-à-dire que pour comprendre l'obésité, considérée comme étant un trouble complexe, on va faire appel à un certain nombre de facteurs qui vont un peu plus loin que le déséquilibre présenté par l'OMS, des facteurs biologiques, bien sûr, des facteurs aussi sociologiques, l'accès à une nourriture nutritive de qualité, des facteurs psychologiques, le niveau de détresse émotionnelle du sujet, etc. etc. Et que c'est vraiment la rencontre de cette multitude de facteurs qui peut précipiter vers un état d'obésité. Et donc, mes propos s'ancrant dans ce concept-là, dans cette conception-là, trouble complexe va forcément nécessiter une réponse elle-même complexe, allant plus loin que manger moins, bouger plus. Réponse complexe qui induit une réponse, selon moi, mais je ne suis pas la seule à le penser, forcément pluridisciplinaire, puisque en fonction de nos champs de compétences, on ne pourra pas intervenir seul sur les différents facteurs impliqués dans le développement et le maintien de l'état de l'obésité. Ça, c'était juste un petit préambule, on va dire, pour ancrer un peu de où moi je vais vous parler, pour que vous puissiez mieux comprendre la suite. La question aujourd'hui, c'était de savoir dans quelle mesure on est tous grossophobes, que ce soit les patients, la société, les professionnels de santé. Et donc, il me semblait important qu'on revienne sur comment on définit la grossophobie. La grossophobie, elle a été définie en 2019 comme l'ensemble des attitudes et des comportements qui sont hostiles et qui vont stigmatiser et discriminer des personnes qui sont grosses, en surpoids ou obèses. Alors, de quoi on parle quand on parle de stigmatisation et de discrimination? Stigmatiser, si on reprend, alors pour faire des définitions un peu générales, moi j'aime bien aller utiliser un dictionnaire qui s'appelle le CNRTL. Le CNRTL, c'est un dictionnaire qu'on trouve en ligne, qui est un dictionnaire qui est édité par le CNRS, donc des chercheurs. Et donc, c'est souvent un dictionnaire sur lequel j'aime bien me baser. Et donc, les définitions qui suivent sont des définitions du CNRTL. Stigmatiser, ça signifie marquer d'un stigmate. Imprimer une marque, laisser une trace. Ça signifie aussi le fait de blâmer, de critiquer, de ridiculiser quelqu'un avec dureté et publiquement. Donc, quand on parle de stigmatiser, on a bien cette idée de laisser une trace. Alors, laisser une trace aussi potentiellement sur le sujet. Une trace, puisqu'on parle de blâmer, critiquer, ridiculiser, qui, a priori, est une trace plutôt négative. Quand on parle de discrimination, on parle du fait de différencier en vue d'un traitement séparé, en identifiant comme distinct. Donc, on a bien ici l'idée que quand on discrimine une partie de la population, on va la traiter différemment, on va la distinguer du reste de la population et donc potentiellement, et on pourra peut-être y revenir dans le cadre du soin, on ne va pas lui proposer le même traitement, les mêmes soins qu'au reste de la population. La discrimination, elle va donc entraîner un préjudice pour le sujet qui en est victime ou qui subit cette discrimination.
Moi, je vais vous parler de la menace du stéréotype. Donc, avant de pouvoir discuter de la menace du stéréotype, j'ai aussi besoin de revenir sur qu'est-ce qu'un stéréotype, comment on peut le définir, et puis finalement, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, quels sont les stéréotypes les plus communs autour de l'obésité. Hop là. Donc, un stéréotype, c'est une idée, une opinion toute faite, qui est acceptée sans réflexion et qui est répétée sans avoir été soumise à un examen critique. C'est une opinion qui va concerner, qui va être émise par une personne ou par un groupe et qui va déterminer à un degré plus ou moins élevé nos manières de penser, de sentir, d'agir. Le stéréotype, il est assez automatique, donc c'est une image qu'on se fait, on a tous en nous des stéréotypes. Le stéréotype, initialement, on ne va pas forcément le considérer comme étant positif ou négatif, même si peut-être que dans le langage courant, stéréotype est souvent associé à quelque chose de négatif. Le stéréotype, c'est ce qui va nous permettre de comparer, catégoriser, organiser les informations qui nous parviennent. On est bien au fait du fait qu'on reçoit énormément d'informations au jour le jour. À chaque minute qu'on vit, en fait, il y a une multitude d'informations à traiter. Et cognitivement, on serait bien incapable de traiter toutes les informations qui nous parviennent chaque seconde. Et donc, on a ce besoin de survie, j'aurais envie de dire, de pouvoir organiser tout ça, catégoriser et sélectionner tout ça. Les stéréotypes, ils participent à ça. C'est-à-dire que plutôt que de commencer à utiliser nos ressources cognitives, notre énergie cognitive, à essayer de comprendre avec finesse, avec complexité ce qui se présente à nous, on va d'abord s'en faire une image assez générale et donc une opinion toute faite, comme c'est écrit sur le diaporama, qui est une sorte de première impression qui peut rester ou pas. La difficulté, c'est quand les stéréotypes, finalement, sans cet examen critique, deviennent source de stigmatisation et de discrimination. Donc l'idée, c'est que le stéréotype, c'est une image qu'on se fait rapidement, qui est assez globalisante, qui va concerner les personnes d'un même groupe d'appartenance. Le stéréotype n'est pas forcément négatif, mais il peut le devenir, et quand il le devient, il peut être la source de stigmatisation ou de discrimination. Alors qu'on s'intéresse à la question de l'obésité, des stéréotypes, il y en existe plein et la stigmatisation, elle est assez reconnue, que ce soit dans la pratique clinique que vous pouvez avoir ou que ce soit dans les études scientifiques que moi je peux lire ou que vous pouvez lire aussi. Tout le monde s'accorde sur le fait qu'il y a énormément de stéréotypes autour du sujet présentant un état d'obésité. Ce sont des personnes qui mangent trop gras, qui mangent trop sucré, des personnes qui n'ont pas d'activité physique, qui sont paresseuses, qui sont gourmandes, qui sont souvent impulsives, qui se négligent. Parfois, on peut entendre aussi que ce sont des personnes qui ne sont pas intelligentes. Et assez régulièrement, on entend que ce sont des personnes qui sont responsables de leur état et qu'avec un peu de volonté, ils pourraient être dans un état différent que l'état d'obésité dans lequel ils se trouvent actuellement. Si on s'intéresse là aux recherches qui ont porté plus particulièrement à la stigmatisation de l'obésité chez les professionnels de la santé au sens large, que ce soit les médecins, les infirmiers, mais aussi les diététiciens, les psychologues, on va retrouver exactement les mêmes stéréotypes auprès de la population des personnes qui présentent un état d'obésité. Là aussi, c'est-à-dire que le monde du soin n'est pas épargné par ces stéréotypes. Là aussi, quand on interroge des professionnels du soin, les réponses seront les mêmes. Ce sont des personnes qui sont responsables de leur état, qui, avec un peu de volonté, pourraient se retrouver dans un état différent, qui mangent trop, qui n'ont pas assez d'activité physique, qui sont trop impulsives, paresseuses, etc., etc. Concrètement, ça signifie que les personnes qui sont en situation d'obésité sont stigmatisées dans la population générale, mais plus spécifiquement aussi dans les lieux de soins. La clinique le montre, les études scientifiques le montrent aussi. On peut spécifier un peu les différents types de conduites stigmatisantes qui peuvent être vécues par les personnes qui présentent un état d'obésité. Il peut s'agir de commentaires désobligeants, des commentaires désobligeants qui peuvent venir du monde médical, qui peuvent venir aussi du monde professionnel, de la vie quotidienne, qui peuvent venir aussi des proches et de la famille, qui peuvent aussi venir de la part d'enfants qu'on croiserait dans la rue, etc.
Il s'agit aussi, quand on parle de conduite stigmatisante, de rencontres de barrières physiques, d'obstacles. On passera par exemple à la taille des sièges ou des fauteuils, que ce soit dans les salles d'attente ou bien dans les avions. C'est le fait aussi de recevoir des commentaires inappropriés, notamment du monde médical, d'avoir des proches qui sont embarrassés par le poids de la personne qui présente un état d'obésité. La stigmatisation, elle peut aussi se vivre par le fait d'être exclu, ignoré, d'être regardé fixement ou encore de générer des suppositions, des attentes négatives de la part des autres personnes envers le sujet présentant un état d'obésité. Maintenant qu'on a fait ce constat et que les études, encore une fois, rejoignent un peu la clinique sur le sujet que les personnes en situation d'obésité sont stigmatisées, on va pouvoir discuter un petit peu d'un autre concept qui est la menace du stéréotype. La menace du stéréotype, c'est une conséquence de la stigmatisation. Alors initialement, la menace du stéréotype, c'est un concept qui a été développé et présenté en 1995, donc en termes de recherche, c'est assez récent, et elle se définit comme le fait de se comporter dans des contextes stigmatisants de manière conforme aux stéréotypes existants à propos de notre groupe d'appartenance. Donc, quand Steele et Aronson ont fait leurs études sur le sujet, les personnes qui étaient, sur lesquelles ils ont étudié le phénomène de menace de stéréotypes initialement étaient des populations noires américaines. Donc, si je reprends cette définition pour qu'on essaye de mieux la comprendre ensemble, ce qu'ils ont observé, c'était que dans des situations d'apprentissage scolaire, par exemple, le stéréotype étant les personnes noires américaines sont moins intelligentes et donc moins performantes à l'école que la population blanche. Ce qu'ils ont observé, c'est qu'effectivement, quand on mettait en situation ces personnes afro-américaines dans des situations d'examen, par exemple à l'école, où le contexte stigmatisant était saillant, cette idée qu'ils seront moins performants que les Blancs, eh ben, on obtenait effectivement des résultats scolaires moins performants chez ce groupe de personnes afro-américaines. En revanche, quand on sortait de ce contexte stigmatisant, c'est-à-dire quand on faisait passer les mêmes épreuves, mais sans rendre le contexte stigmatisant saillant, donc sans insister sur cette idée stéréotypée et fausse, démontrée à plusieurs reprises, selon laquelle les populations noires américaines seraient moins intelligentes que les populations blanches, alors cette fois-ci, les résultats scolaires étaient totalement équivalents. Je ne sais pas si c'est clair du coup pour tout le monde cette question de la menace du stéréotype, mais n'hésitez pas à poser des questions plus tard pour qu'on revienne sur le sujet. Donc, cette menace du stéréotype, on peut finalement considérer qu'il y a deux temps. D'abord, la peur de confirmer les stéréotypes de notre groupe d'appartenance, stéréotypes qui sont largement véhiculés. Et puis, cette deuxième étape, qui est assez paradoxale, on en convient, mais on va essayer de comprendre par la suite qu'est-ce qui fait qu'effectivement, ils vont confirmer le stéréotype. Paradoxalement, le fait donc que cette peur va entraîner des conduites qui valident les stéréotypes connus à l'égard de notre groupe d'appartenance. Concrètement, il y a de la recherche sur la menace du stéréotype autour des questions ethniques, bien sûr, autour du genre, bien sûr. Les femmes ne savent pas conduire, les femmes ne sont pas bonnes en mathématiques. Il y avait d'ailleurs ce matin une intervention sur France Inter sur le sujet des femmes qui n'accèdent pas aux études supérieures, et me semble-t-il que notre ministère devrait se pencher un peu plus sur la question de la menace du stéréotype qui empêche un peu les choses. La menace du stéréotype, on la retrouve aussi autour du vieillissement, et puis nous on le verra aujourd'hui, on la retrouve aussi dans le cadre de l'obésité, l'idée étant que finalement, dès qu'il existe des stéréotypes, une stigmatisation qui est assez saillante, le groupe stigmatisé est tout à fait susceptible de présenter cette menace du stéréotype. Comment on peut essayer de comprendre cette menace du stéréotype? En fait, essentiellement par la peur, l'anxiété que la personne va éprouver du fait de pouvoir potentiellement valider les stéréotypes qu'il connaît à son égard, à l'égard de son groupe d'appartenance, en fait.
on va le voir dans le cadre de l'obésité, c'est essentiellement ces émotions négatives qui vont être générées par la stigmatisation, qui vont alimenter la menace du stéréotype et qui vont faire que les sujets obèses vont se comporter comme les stéréotypes qu'on a énoncés précédemment. Ils mangent trop, ils ne bougent pas assez, pour le faire plus simplement. Dans l'obésité, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, face à cette stigmatisation, on va observer un certain nombre de conséquences qui sont des conséquences plutôt d'ordre psychologique, notamment une détresse émotionnelle, donc de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la dépression, une baisse de l'estime de soi, des troubles anxieux, etc., etc. Cette détresse émotionnelle, elle est fortement associée chez les personnes présentant un état d'obésité à ce qu'on appelle de l'alimentation émotionnelle. Pour le faire assez simplement, les recherches en cours sont essentiellement sur l'idée que l'alimentation émotionnelle, donc le fait de se nourrir pour essayer de gérer, de réguler une émotion qui nous traverse, l'idée serait que potentiellement dans l'obésité, c'est une des pistes bien sûr. Alors, souvenez-vous de ma conception biopsychosociale, hein, c'est vraiment une petite pierre à l'édifice de la compréhension, je ne vais pas plus loin avec humilité, mais que concrètement, quand on est dans, les personnes qui présentent un état d'obésité auraient des difficultés à gérer leurs émotions et auraient notamment développé une stratégie en particulier pour gérer les émotions, qui est l'alimentation émotionnelle. Alors pourquoi, comment, ce serait trop compliqué et trop long de vous détailler ça ici, mais l'ASRAE, je suis disponible si vous voulez qu'on discute de ces questions-là dans un prochain webinaire, avec plaisir. Et donc, concrètement, pour toute émotion vécue, la réponse pour gérer l'émotion, l'alimentation émotionnelle, donc le fait de se nourrir. Et donc, finalement, face à une stigmatisation, on va chez le médecin, alors je parle des médecins, mais on pourrait prendre plein d'autres situations, le médecin, pas forcément consciemment d'ailleurs, hein, va émettre un certain nombre de stéréotypes envers son patient. Ça entraîne un niveau de détresse émotionnelle assez important chez le sujet, qui va répondre à ça par le fait de s'alimenter. Et donc là, on confirme bien le stéréotype de le patient, enfin la personne en état d'obésité mange trop. Elle voit le médecin qui lui dit potentiellement de faire un régime. Alors, j'espère que les médecins ne proposent plus de faire des régimes hypocaloriques, mais là aussi, on peut en discuter. Détresse émotionnelle, alimentation émotionnelle. On a proposé aux patients de manger moins. Conséquence, ils mangent plus. Face à la stigmatisation, alors j'ai passé un peu plus de temps sur l'alimentation émotionnelle, mais je vais juste lister les autres. Mais encore une fois, on peut revenir sur ce sujet si vous le voulez par la suite. Ce qu'on a aussi observé d'un point de vue des études scientifiques sur le sujet, c'est une plus grande fréquence de crises compulsives, de crises alimentaires compulsives. Il peut aussi y avoir de la restriction cognitive qui se met en place face à cette stigmatisation. Et puis, on peut aussi observer un ralentissement psychomoteur qui fait le lien avec les troubles de l'humeur. Un patient qui est plus déprimé, il va être moins actif, moins énergique. Et aussi, ce qu'on a aussi observé, c'est une diminution de l'activité physique, notamment l'activité physique publique, dehors, dans les salles de sport, etc., etc. Et on sait que tout ce que je viens de vous citer, la détresse émotionnelle, l'alimentation émotionnelle, les crises compulsives, la restriction cognitive, le ralentissement psychomoteur, la diminution de l'activité physique, on sait que tout ça entraîne un déséquilibre entre les calories ingérées et dépensées. Donc, vous voyez que rester sur le nombre de calories ingérées et dépensées, c'était un peu simpliste. Là, on commence à creuser de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça se déséquilibre entre les deux. Tout ça donc entraîne un déséquilibre et puis ça va avoir d'autres conséquences, notamment dans le recours aux soins. Et je terminerai, j'aurai un petit temps de conclusion, mais c'était l'objectif pour moi et Lou d'arriver sur cette question du recours aux soins. Ce qu'on a pu observer quand on a étudié la question, alors c'est très généralement les chercheurs sur le domaine, ce qu'on peut observer, c'est qu'on l'a vu, la stigmatisation va entraîner chez les patients en état d'obésité une menace du stéréotype, donc on va confirmer les conduites qui étaient les stéréotypes sur le groupe d'appartenance. Et ce qu'on observe, c'est que cette menace du stéréotype, quand elle se met en place, elle va notamment entraîner ce qu'on appelle un coping évitant. Le coping, c'est notre capacité à faire face, notamment à faire face au stress. Le fait d'être soumis à la stigmatisation, ça va entraîner, on l'a vu, un certain nombre d'émotions négatives pour le sujet. Et une de ces manières de pouvoir gérer les choses, c'est de faire du coping évitant, c'est-à-dire d'éviter les situations dans lesquelles le sujet pourrait se retrouver stigmatisé.
Ça veut dire qu'on se retrouve avec des patients qui ne viennent plus rencontrer le monde médical, ou alors qui viennent, mais sans vraiment un lien de confiance qui est nécessaire à toutes nos prises en charge, qui ne vont pas forcément s'exprimer librement, dire effectivement ce qui se passe pour eux, de peur de nouveau de retomber dans ce cycle et ce cercle un peu vicieux de la stigmatisation, de la menace du stéréotype et de la confirmation finalement de la stigmatisation. Donc, me semblait important cette idée d'aller développer la question de la menace du stéréotype pour essayer de comprendre un des leviers, bien sûr, encore une fois, en toute humilité, on ne va pas révolutionner l'histoire, mais un des leviers qui peut participer au fait que l'obésité, c'est difficile à prendre en charge et le lien entre le monde du soin et le patient en état d'obésité, il est compliqué, notamment du fait de la stigmatisation et de la menace du stéréotype. Pour conclure, en fait, on va revenir aux bases et sur le primum non nocere, l'idée que d'abord ne pas nuire, en fait. Et là aussi, et c'est pour ça que j'ai rajouté l'enfer est pavé de bonnes intentions, là aussi, et on pourrait aussi en rediscuter, la stigmatisation, elle est parfois très implicite, très inconsciente. Et il y a plein de choses qui participent à la discrimination et à la stigmatisation des populations en état d'obésité et qui peuvent entraîner tout ce phénomène, comme vous voyez, qui est un cercle vicieux qui va finalement un peu comme un effet iatrogène, participer au maintien de l'obésité et donc pas du tout au contrat qu'on aurait voulu passer initialement entre le patient et le professionnel de soins. Je m'arrête là, mais je reste disponible pour continuer les échanges avec vous sur le sujet et je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à la SRAE de m'avoir invité à ce webinaire. Je vais commencer par me présenter aussi brièvement. Donc, je suis sociologue, je m'appelle Estelle Griden, je suis sociologue et cette année, je suis attachée temporaire d'enseignement et de recherche au STAPS de Nantes et je fais partie du laboratoire Le Sens, le Centre nantais de sociologie. La présentation que je vous propose aujourd'hui est tirée d'un travail de thèse récemment soutenu qui s'intéresse aux interactions entre les différents acteurs impliqués dans la prise en charge spécialisée de l'obésité, à savoir les patients, les soignants et les associations de patients. Ah oui, alors du coup, vous voyez la deuxième diapo? Excusez-moi, mais en fait, je n'ai pas le même écran que vous. Ouais. En fait, on voit tout ton écran, dont le bandeau du diaporama. Ah, ça y est. Ah, excusez-moi. voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est résolu. Merci. Donc, puisque l'obésité est avant tout une question de normes corporelles, eh bien, je vous propose dans un premier temps qu'on s'interroge sur cette notion de norme qui est une notion largement répandue, mais qui est en fait plutôt équivoque. Alors, dans un premier temps, je vais m'appuyer sur les travaux de Claude Grignon, qui a interrogé les normes diététiques. Et en fait, il nous explique, et c'est important pour comprendre la suite de mon propos, il nous explique qu'en fait, il existe deux normes, la norme indicative et la norme impérative. Alors, qu'est-ce que c'est que la norme indicative? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une norme qui est définie par des indicateurs de mesure, en général la fréquence, c'est-à-dire que lorsqu'un événement, quel qu'il soit, est fréquent, c'est ce qui définit la norme, et tout ce qui sort de cette fréquence, plus on s'éloigne de cette fréquence, plus c'est anormal. On peut penser par exemple aux statistiques météorologiques, c'est-à-dire qu'on a tous un avis sur le fait qu'un été soit trop sec, qu'un hiver soit trop froid, ou l'inverse, etc., etc. Donc ça, c'est pour la norme indicative. Et par rapport à notre propos, eh bien, il faut savoir qu'en termes de normes, donc, ce qui définit l'obésité, c'est, d'après cette norme indicative donc, de fréquence et de mesure, eh bien, c'est l'IMC. Et l'IMC, c'est d'abord appelé l'indice de Quetelet. Il est le fruit des travaux d'Adolphe Quetelet, qui était physicien au XIXe siècle et qui a élaboré une théorie de l'homme moyen. Comment est-ce qu'il s'y est pris? En fait, il a pris une quantité incommensurable justement de mesures anthropométriques sur des différents individus, et il a défini ce que c'était qu'un homme moyen par rapport à ses fréquences. C'est-à-dire que ce que l'on retrouve le plus souvent, ça fait la moyenne, et du coup, c'est ce qui établit l'idéal type de l'homme moyen, le modèle de l'homme moyen. On peut penser notamment, je ne sais pas moi, à la circonférence de la boîte crânienne, au rapport poids taille âge, etc., etc. Et donc, c'est dans le cadre de cette recherche qu'il a établi l'indice de Quetelet, qui est donc l'ancêtre de l'IMC aujourd'hui bien connu. Autre norme, donc la norme
impérative qui, elle, est définie par des jugements de valeur qui vont distinguer le bien du mal. Alors, jugement de valeur qui, en fait, varie d'un groupe social à l'autre, d'une société à une autre, mais aussi qui se transforme au fil de l'histoire. Par exemple, la définition d'un corps beau et en bonne santé a évolué dans nos sociétés, puisqu'au XVIIe siècle, on le voit là en bas à gauche de l'écran, au XVIIe siècle, voilà un corps féminin à la fois en bonne santé et esthétiquement beau, et au XXIe siècle, on est sur d'autres définitions. Donc finalement, on a une norme indicative et une norme impérative en fait qui sont complètement liées. On voit bien que là j'ai fait un lien exprès entre l'IMC et ce que c'est qu'un corps beau et en bonne santé. On voit bien qu'il y a un lien intime entre ces deux normes. Alors maintenant, on peut aussi s'intéresser aux travaux de Georges Canguilhem, travaux qu'il a réalisés à partir d'un ouvrage qu'il a publié en 1966 et qui interroge la frontière. Hein, c'est un petit bouquin qui interroge, mais super intéressant, qui interroge la frontière entre le normal et le pathologique. Et ce que nous dit Canguilhem, c'est que finalement, la norme, c'est une construction sociale. C'est-à-dire qu'à chaque groupe, sa norme et que tout ça varie. Pour distinguer le normal du pathologique, il nous explique que cette frontière est exclusivement établie par la médecine, c'est-à-dire que seuls les médecins sont habilités dans nos sociétés à définir qui est malade, qui ne l'est pas, qui souffre d'une pathologie, qui n'en souffre pas, et qu'en général, cette nomenclature est plutôt appropriée par les profanes. On peut penser à la température corporelle, par exemple. N'importe quel individu lambda, en tout cas la majorité, va se douter qu'à partir de plus de 38 de fièvre, il y a un problème et qu'il va falloir sans doute aller voir un médecin. En tout cas, que c'est un indicateur potentiel de pathologie. Toutefois, ces normes médicales ne reposent pas simplement sur des bases objectives, mais elles reposent également sur des valeurs. Ici, deux exemples rapidement. On peut penser à l'homosexualité, qui a été une maladie, qui a été qualifiée de maladie, qui a d'ailleurs parfois été traitée avec des électrochocs, ou alors à l'alcoolisme, qui est devenu une maladie. Et aujourd'hui, la majorité des gens vont à propos des personnes alcooliques, expliquer que c'est probablement l'expression d'une souffrance. L'obésité, du coup, est au cœur de l'ensemble de ces ambiguïtés autour de la définition de la norme, puisque c'est une maladie depuis 1998. Elle indique à tous un corps hors norme, c'est-à-dire que dans la rue, on va tous être capable de diagnostiquer une obésité, alors pas au sens médical du terme, en tout cas, on va tous être capable de qualifier une personne d'obèse en la croisant dans la rue, et elle va imposer une identité de mangeur sédentaire. Là, je fais un lien avec ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que puisque l'obésité est due à un déséquilibre entre les apports et les dépenses, eh bien, les personnes obèses sont en général définies comme des mangeurs sédentaires. Elles mangent trop et elles ne bougent pas assez. Alors, si on regarde maintenant la prévalence de l'obésité, eh bien, on remarque qu'il y a quand même deux facteurs qui interviennent quand même du point de vue de la distribution de l'obésité. Si on regarde le genre, si on regarde le genre, eh bien, on voit qu'il y a une distribution inégale de l'obésité entre les deux sexes, puisque, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche. Non ? Oui, on la voit. Okay. Donc, si on regarde par exemple la population masculine et qu'on associe surpoids et obésité, eh bien, on voit que 53,5% de la population masculine est concernée, et des chiffres qui chutent à 41,3% pour les femmes. Par contre, si on regarde les chiffres de l'obésité, et à mesure même que l'obésité s'aggrave, à mesure que l'IMC augmente, donc, eh bien, on constate une inversion des tendances, c'est-à-dire que les femmes sont à mesure plus concernées par les obésités les plus graves. Alors, comment le comprendre d'un point de vue sociologique sur la manière dont ça peut se construire, se fabriquer? C'est un terme sociologique, la fabrique, c'est au sens de la construction d'eux. Alors, pour les hommes, on a quand même des pratiques alimentaires, d'activité physique, mais aussi et surtout, là, c'est ce qui nous intéresse, des pratiques de consommation médicale. Donc, consommation médicale, c'est-à-dire prise de médicaments, mais aussi prendre rendez-vous chez le médecin, eh bien, on a des pratiques qui sont plutôt influencées par des normes de masculinité, ce qui s'accentue d'ailleurs chez les classes populaires, c'est-à-dire que tant que le corps est utilisable et qu'il satisfait les pratiques masculines, eh bien, il n'est pas spécifiquement pris en considération. En tout cas, il n'y a pas d'anticipation d'un avenir qui pourrait se détériorer.
Ce qui est vraiment, et là j'insiste, hein, je parle des hommes, mais en accentuant vraiment sur les classes populaires. C'est-à-dire que c'est un principe qu'on retrouve encore plus au sein des classes populaires. Donc, c'est un élément explicatif qui permet de comprendre qu'il y a beaucoup plus d'hommes en surpoids que de femmes. Ça permet vraiment de comprendre ça. Par contre, pour les femmes, si on regarde les personnes normopondérées, on voit ici que 52% des femmes sont finalement normopondérées. Et ceci s'explique notamment par le fait qu'il y a une forte dépendance aujourd'hui dans nos sociétés, une forte dépendance entre la valeur sociale des femmes et leur valeur physique. C'est-à-dire que leur valeur physique permet de leur donner une valeur sociale. Alors, l'effet que ça a sur les comportements de ces femmes, c'est qu'elles vont être enclines à prendre soin de leur corps, de leur apparence, pour qu'elle soit esthétiquement valide. Et c'est aussi par rapport à leur fonction de mère, c'est-à-dire que le rôle de mère induit qu'on doit habiter un corps qui soit plutôt normopondéré pour pouvoir publiciser le fait qu'on soit une bonne mère. Donc ça, c'est ce qui explique le fait qu'on ait une majorité de population féminine qui soit normopondérée. Et c'est exactement ce même principe qui explique la suite, c'est-à-dire que lorsque le surpoids, lorsqu'une première prise de poids s'installe, eh bien, le recours souvent féminin, classiquement féminin, ça va être de faire un premier régime restrictif, en général tiré des magazines ou en tout cas hors encadrement médical. Et ce régime restrictif, on le sait aujourd'hui, va à son issue générer une prise de poids. Et de régime en régime, eh bien, on passe d'une catégorie à l'autre. Alors, à partir du moment où on arrive sur un IMC là, supérieur à 30, il y a ici deux profils de femmes qui se distinguent. C'est-à-dire qu'une première catégorie de femmes, face à ces échecs et à ces prises de poids majorées, eh bien, vont continuer de s'obstiner dans des régimes restrictifs, donc vont faire un régime, arrêter, reprendre du poids, refaire un régime, ce qui ne fait que majorer la prise de poids. D'autres femmes vont, alors c'est plutôt pour cette deuxième catégorie de femmes, on est là aussi plutôt sur une catégorie de femmes issues plutôt des classes populaires, donc soumises à une forte domination masculine à une plus forte domination masculine au sein du couple. Eh bien, on va souvent avoir affaire à des femmes qui vont finalement rompre la solidarité avec leur corps et qui vont arrêter toute forme de suivi, qui vont être sur un repli domiciliaire, quasiment plus d'activité sociale et du coup une forme de rupture avec son corps, c'est-à-dire ne plus prendre soin de soi, et puisque de toute façon la valeur physique est altérée, et il y a un moment le combat n'en vaut plus la chandelle. Alors ça, c'est pour la variable du genre. Si on regarde maintenant du côté des groupes socio-professionnels, eh bien là encore, on voit qu'il y a quand même une forte influence sur la distribution du surpoids et de l'obésité, puisque en vert, ici, on voit que 59,6% des cadres sont normopondérés. On voit ensuite en jaune qu'à partir du moment où on rentre dans la catégorie surpoids, eh bien, ce sont les ouvriers qui sont les plus présents. On a 33,1% ici sur ce graphique des ouvriers qui sont en situation de surpoids. Alors ça s'explique par ce que je viens de dire avant, hein, tout simplement, ça s'explique majoritairement par le fait que les ouvriers sont majoritairement des hommes. Donc on a un lien ici directement entre ces deux chiffres. Et puis, lorsque on rentre dans les catégories d'obésité, alors obésité modérée, sévère et massive, mais là je vais surtout m'arrêter sur modérée parce que c'est nettement plus net, eh bien on voit que la répartition de la population la plus importante concerne à la fois les ouvriers et les employés qui sont majoritairement des femmes. Alors comment le comprendre? Eh bien là, d'un point de vue sociologique, on a relevé depuis que la sociologie fait des enquêtes, qu'il y avait en fait un rapport au corps différent selon les classes sociales. C'est-à-dire que le corps n'a pas la même fonction selon les classes sociales, c'est directement lié aux conditions socio-économiques des classes sociales, hein, l'élément explicatif est clairement là. C'est-à-dire que pour les classes populaires, le corps c'est un corps-outil, c'est le corps qui sert d'outil de travail, et donc il y a un usage des corps plutôt corps-force. Et tant que ce corps-là est capable d'être un outil de travail, eh bien, on n'est pas attentif spécifiquement, on est moins attentif en tout cas aux apports alimentaires, à la consommation médicale également, etc., etc. Pour les classes dominantes,
on a plutôt un corps-forme, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail de prévention déjà par rapport à la santé, mais aussi tout un travail d'esthétisation, ce qui contribue à comprendre, ce qui est vraiment pas, vous allez voir que je ne vais pas m'arrêter là, mais en tout cas, ce sont des premiers éléments d'explication, c'est-à-dire des cultures de classe qui ont un rapport au corps différent, qui impliquent un rapport à l'alimentation et à la consommation médicale qui sont différents entre les groupes sociaux. Alors, du coup, vous l'avez vu là depuis 2-3 diapos, ce petit chapitre-là, ça interroge la relation entre la prévalence de l'obésité et la violence symbolique. Et là, je vais m'appuyer sur les travaux de Pierre Bourdieu, et qui nous explique que finalement, le corps est un langage par lequel on est parlé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le fait que le corps soit un langage par lequel on est parlé? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, nos idées sociales, il vient nous situer socialement. C'est-à-dire que le corps, c'est la première chose que l'on présente à l'autre inconnu. Et donc, il situe socialement les individus. Alors, parfois, c'est conforme à la situation sociale, parfois non. Mais par exemple, si on se promène dans la rue et que l'on croise une personne qui marche voûtée en avant avec une canne, nous allons tous supposer que c'est une personne âgée. Le corps est un langage par lequel on est parlé, signifie aussi que les pratiques associées à ce corps sont socialement situantes. Par exemple, si nous croisons dans la rue une femme obèse en jogging, nous allons tous supposer immédiatement qu'elle est issue des classes les plus précaires et que son état corporel s'explique par une problématique économique, un manque de ressources économiques, mais aussi probablement par un manque d'éducation. Alors, ces croyances sont si fortes autour du corps que Dieter van der Broek, qui est un sociologue belge, a fait une enquête. Alors, une enquête sous forme plutôt de micro-trottoir, donc une enquête avec vraiment un nombre d'enquêtés qui se comptent par milliers. Et il s'est promené là avec la petite planche que l'on voit, il s'est promené avec la petite planche que l'on voit là sur la gauche de la diapo, qui représente donc des silhouettes. Et il a posé plein de questions aux enquêtés. Moi, j'en ai relevé 3 dont les résultats sont assez édifiants quand même. Assez édifiants. Première question, pour tout le monde, il a demandé aux individus de situer le corps idéal. Et là, de manière unanime, quel que soit le profil sociologique des personnes, de manière unanime, le corps idéal est pour les 2 sexes le corps le plus mince. Ça a été vraiment un premier résultat. Le corps idéal, c'est celui-ci. Par opposition, donc, les corps les plus gros sont les corps les plus rejetables, les moins désirables, etc., etc. Deuxième question, il a demandé aux individus d'associer des silhouettes à des classes sociales, en demandant, voilà, à votre avis, à quelle classe sociale appartiennent ces silhouettes? Et bien là encore, réponse quasiment unanime, quel que soit le profil sociologique des individus, c'est-à-dire que la majorité des enquêtés ont expliqué que ces corps-ci, les corps les plus gros pour les 2 sexes, appartenaient probablement à des personnes issues des classes les plus populaires et que les corps minces appartenaient probablement aux classes les plus dominantes. Et enfin, troisième question, il a demandé aux individus de se situer eux-mêmes sur la planche. Et là, réponse assez marquante, les personnes issues des classes les plus populaires ont tendance à se situer dans des corps plus gros que la réalité, et les classes issues des classes dominantes ont tendance à se situer dans des classes plus minces que la réalité. Facteur qui est augmenté par le prisme du genre, c'est-à-dire que les femmes issues des classes populaires ont vraiment tendance à se situer dans des corps plus gros que la réalité. Alors, tout ça, ça s'explique par un concept important en sociologie, c'est le concept d'habitus, c'est-à-dire que à force de socialisation dans les différents groupes, la socialisation familiale, mais aussi l'ensemble des autres socialisations, la socialisation à l'école, au travail, etc., eh bien, on incorpore à la fois une perception de soi et une perception des autres, qui se conforme à ce qu'on véhicule, à ce qui est véhiculé par rapport ici à la forme des corps. Maintenant, si on s'intéresse au stigmate, c'est-à-dire, OK, on a vu le regard que pouvaient porter les personnes sur l'obésité. Maintenant, lorsque le stigmate est installé, c'est-à-dire lorsqu'on est dans un corps obèse, que se passe-t-il? Alors, ici, je vais m'appuyer sur les travaux d'Erving Goffman, qui est un sociologue américain,
qui nous explique 3 choses essentielles pour comprendre, là encore, la suite de mon propos. Il nous explique que le stigmate, eh bien, puisque nous sommes tous capables de catégoriser les individus, en fonction notamment de leur corps, mais pas que, eh bien, en fait, le stigmate, c'est un désaccord entre l'identité sociale virtuelle, c'est-à-dire ce que je devrais être, et l'identité sociale réelle. On peut prendre un exemple. On a tous un avis assez collectif, en tout cas commun, sur ce que c'est qu'un comportement adulte et un comportement d'enfant. Eh bien, le stigmate, ici, ce serait lorsqu'un enfant se comporte comme un adulte, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, qu'il ne s'amuse pas, qu'il est très sérieux, qu'il est toujours vissé sur sa chaise, eh bien, le stigmate serait là. Pour un adulte, inversement, le stigmate serait de croiser un adulte dans un parc à 4 pattes en train de jouer avec des poupées et des petites voitures, et il y aurait stigmate ici, puisque ça ne correspondrait pas à ce qu'on attend de la personne. Autre élément de définition du stigmate, le stigmate n'est pas un attribut, il est le produit d'interaction. C'est-à-dire que tant que le stigmate n'est pas désigné par d'autres, il n'existe pas. On peut ici prendre l'exemple, par exemple, la comparaison des personnes dites urbaines et des personnes dites rurales. Une personne qui vit en milieu très rural, lorsqu'elle est en milieu très rural, n'est pas du tout stigmatisée, elle correspond à ce qu'on attend d'elle. Par contre, c'est lorsqu'elle va aller en ville et qu'elle va, par exemple, dire bonjour à tout le monde dans la rue, qu'elle va être stigmatisée. Inversement, la chose est inversable, c'est-à-dire que la personne issue de milieu urbain qui va arriver dans un milieu très rural un jour de pluie avec des mocassins va être stigmatisée aussi. Autre critère important par rapport au stigmate, c'est la question de la visibilité. C'est-à-dire qu'un stigmate est plus ou moins visible, et plus le stigmate est visible, plus il va discréditer la personne. C'est-à-dire qu'à la base, le stigmate, il rend l'individu discréditable, mais plus il a de risque d'être vu, d'être repéré, plus ce stigmate a de risque d'être repéré, plus la personne encourt le risque d'être vraiment discréditée. On peut prendre ici l'exemple d'une personne illettrée dans une bibliothèque. Si la personne illettrée va dans une bibliothèque et qu'elle a des comportements qui s'adaptent au fonctionnement d'une bibliothèque, c'est-à-dire qu'elle rentre dans la bibliothèque, elle ouvre des livres, elle les feuillette, elle les repose, elle emprunte, etc., elle ne sera pas discréditée. Elle est potentiellement discréditable, mais elle ne sera pas discréditée. Elle sera discréditée si quelqu'un l'interpelle et lui demande de lire à voix haute. Ou là, elle sera dans l'incapacité de le faire. Donc, on a ces 3 définitions du stigmate qui sont importantes pour comprendre l'approche sociologique du stigmate. Et Erving Goffman va un tout petit peu plus loin, et c'est aussi là-dessus que je voulais venir, parce que pour en faire des liens avec l'obésité, il nous explique qu'en fait, il existe 3 types de stigmates. Le premier type de stigmate sont ce qu'il appelle, on s'est mis entre guillemets, ce sont ces termes à lui, bon, bien qu'on a évolué dans la terminologie quand même. En tout cas, lui nous parle de monstruosité du corps. C'est tout ce qui correspond au handicap physique, donc n'importe quel handicap physique, mais aussi aux défauts esthétiques, quels qu'ils soient. On a également des tares de caractère. Alors ici, 2 possibilités qui sont soit disjointes, soit conjointes. On a les personnalités amorales. Alors, il ne s'agit pas forcément d'une amoralité hyper scandaleuse. Je ne sais pas, moi, je prends un violeur d'enfants. Ça peut être aussi tout simplement une personne dans nos sociétés aujourd'hui où on nous enjoint les uns et les autres à être dynamiques, responsables de notre destin, etc., etc. Eh bien, les personnes qui vont être plutôt dans une forme d'apathie liée à une forme dépressive, par exemple, eh bien, ça va être une tare de caractère. On ne va pas comprendre qu'elle ne puisse pas se prendre en main, qu'elle ne puisse pas aller mieux, qu'elle se laisse aller à leur dépression. Et autre possibilité qui peut être combinée, eh bien, ces tares de caractère peuvent être associées à un passé déviant, ce qui explique notamment, par exemple, la difficulté de trouver un emploi pour les personnes qui ont un passé carcéral. Et dernier type de stigmate, ce que Erving Goffman appelle les stigmates tribaux, qui sont en fait des stigmates socio-hérités. Donc, lorsque Erving Goffman en parle, il parle surtout de stigmates ethniques. Pour lui, le stigmate tribal, ça veut dire stigmate ethnique principalement. Et là, du coup, ça fait aussi un lien avec ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il nous explique que les personnes noires aux États-Unis sont stigmatisées parce qu'on leur prête des défauts de caractère, des défauts par rapport à la normalité blanche. On leur prête notamment aux États-Unis dans les années 70 une hyper-animalité qui viendrait dévier de l'humanité blanche. Alors, aujourd'hui,
c'est complètement adaptable. Et on parlerait vraiment plus de stigmates tribaux, on parlerait de stigmates sociaux vraiment aujourd'hui. Mais par exemple, un enfant qui est issu d'une famille très précaire va être stigmatisé en tant que tel à l'école, par ses pairs et par ses enseignants qui vont attendre de lui des comportements hérités de cette hyper précarité, avec une potentielle difficulté à apprendre à lire, à se comporter de manière adaptée, etc., etc. Et l'obésité, la difficulté de l'obésité, c'est qu'en fait, elle est à la fois ces trois stigmates. Elle est un stigmate physique, reconnaissable de tous. Elle est un stigmate moral. On associe souvent, alors il y a eu toute une liste tout à l'heure, mais je vais la résumer en disant elle est souvent associée à un laisser-aller, l'obésité. Et enfin, un stigmate social, on l'a vu tout à l'heure, ce serait les plus précaires qui seraient concernés. Et les femmes les plus précaires qui seraient concernées. Deux catégories qui sont historiquement dominées. Et en plus, ce stigmate, à la fois physique, moral et social, n'est pas dissimulable, contrairement par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors du coup, maintenant, on peut s'intéresser aux personnes qui décident de soigner leur obésité dans des centres spécialisés. C'est vraiment là le fond de mon enquête, parce que je me suis vraiment intéressée qu'à cette catégorie de personnes. Je ne parle pas dans mes travaux de toutes les personnes qui souffrent d'obésité, je parle vraiment que de celles qui décident de se soigner dans les centres spécialisés. Eh bien là, on peut s'appuyer sur les travaux de Pierre Bourdieu qui nous dit à nouveau deux choses. S'il nous a dit tout à l'heure que le corps est un langage par lequel on est parlé, il nous dit aussi que le corps est un produit social. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une distribution inégale des propriétés corporelles. Il est indéniable, on ne peut pas nier qu'effectivement, on trouve beaucoup plus de personnes en surpoids et en situation d'obésité au sein des catégories les plus populaires. Mais ce produit social fait aussi qu'il y a des pratiques qui sont des pratiques alimentaires de consommation qui sont effectivement socialement situées. On en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, au sein des classes populaires, il y a un rapport plus hédoniste à la santé, il y a un rapport plus hédoniste à l'alimentation en lien avec la culture de classe, la culture corps, la culture du corps force, du corps outil. Alors, lorsque l'on regarde toutefois la patientèle qui s'adresse au centre spécialisé, eh bien, on constate quand même des variations de genre. C'est-à-dire que les femmes, lorsqu'elles arrivent dans ces centres, elles ont en général, pour la plupart d'entre elles, enchaîné les régimes. Elles ont travaillé à maigrir depuis souvent bien longtemps. Les régimes ne faisant qu'aggraver la situation pondérale, eh bien, elles arrivent souvent convaincues que l'obésité est un mal endogène. C'est-à-dire qu'elles arrivent en disant « je suis de toute façon dans cette difficulté » et le travail que j'aurai à faire sera une surveillance omniprésente. Je ne pourrai pas me détendre par rapport à ça. Ce qu'elles viennent chercher, ces femmes, bien souvent, ce sont des soignants empathiques. Dans les centres spécialisés d'obésité, ce qu'elles viennent chercher, c'est des soignants empathiques parce que bien souvent, leurs antécédents médicaux leur ont appris que leur obésité posait des difficultés aux autres soignants, ceux qui ne sont pas spécialisés dans la prise en charge de l'obésité, et elles ont souvent été stigmatisées dans toutes les scènes sociales, mais aussi dans les cabinets médicaux, quels qu'ils soient, quand je dis cabinets médicaux et paramédicaux. Les hommes, eux, arrivent rarement après avoir fait les régimes, c'est-à-dire qu'ils arrivent au moment où leur obésité devient vraiment un problème de santé, avec l'ensemble des comorbidités, ou alors un problème dans leur fonction masculine, notamment les fonctions de travail, donc lorsque l'obésité empêche de faire son travail correctement, en tout cas empêche d'être satisfait de son travail. Eh bien, ces patients hommes viennent surtout chercher des techniques efficaces, c'est-à-dire qu'ils savent que, voilà, ils souffrent d'un mal exogène qui les accable là, et ils attendent des soignants qui leur proposent un traitement qui soit efficace, qui sache retirer ce mal qui les accable et qui du coup maintenant les empêche d'agir de manière classique, normalement, de manière normale, mais ce serait aller à contre-courant en utilisant le mot normal de ce que je viens de dire sur les normes. Les variations selon les classes sociales, maintenant, si on regarde ces variations-ci, eh bien, donc là, ma petite pyramide la représente de manière très symbolique l'échelle sociale. Eh bien, ce que l'on constate, c'est qu'on observe les profils sociologiques des patients et des patientes, on observe que les personnes qui sont issues
des franges les plus hautes de la hiérarchie sociale qui s'adressent donc à ces centres spécialisés, elles sont plutôt inscrites dans une démarche individuelle, c'est-à-dire qu'elles viennent vraiment pour elles. C'est parce qu'elles souffrent, alors soit à cause d'un handicap pour les hommes, soit à cause d'un stigmate pour les femmes, ça peut être pour les femmes, les deux, stigmate et handicap, mais en tout cas, elles viennent d'abord pour elles ne viennent pas pour leur faire plaisir à leurs enfants, pour faire plaisir à leur entourage. C'est une démarche individuelle qui est en général soutenue par l'espace domestique, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour que cette démarche ait lieu. Tout le monde est aussi d'accord pour que la proposition du traitement qui soit fait vienne s'immiscer au domicile, dans l'espace domestique. C'est-à-dire s'il faut changer certaines habitudes de vie, il n'y a pas trop de réticence. Par contre, pour ces populations, c'est la chirurgie qui demande beaucoup plus de négociations, c'est-à-dire que la chirurgie bariatrique est difficilement, enfin, ça demande à ces personnes, à ces patients de négocier avec leur entourage, puisque dans ces classes, plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus on a un goût de l'effort pour se fabriquer un corps, pour se cultiver un corps, et du coup la chirurgie semble un petit peu trop facile. Ça va à contre-courant de la morale de classe qui explique que pour avoir un corps en forme et en pleine santé et esthétiquement convenable, eh ben, il faut un petit peu fournir des efforts. Donc la chirurgie pose beaucoup plus de difficultés dans ces milieux sociaux-là. Et lorsque l'on descend dans la hiérarchie sociale, eh bien, plus on descend c'est plutôt comme ça qu'il faut que je le dise, plus on descend dans la hiérarchie sociale, plus on constate que les démarches sont vraiment collectives, de plus en plus collectives, c'est-à-dire que déjà, pour les personnes qui viennent, eh bien, elles viennent pour elles, mais aussi pour assurer l'entourage, pour sécuriser les enfants. Donc, c'est une démarche beaucoup plus collective, qui est bien souvent incitée par les femmes qui ont un rôle défini dans la société, à savoir, ça c'est toute classe sociale confondue, qui sont les gardiennes de la santé. D'ailleurs, en général, les hommes qui sont issus des classes populaires, viennent sur les conseils insistants des femmes de leur entourage, les mères, les femmes, les conjointes. À propos de la chirurgie, on constate chez les femmes issues des classes les plus populaires, on constate qu'il y a une tierce catégorie de personnes qui influencent, donc les femmes aussi. Et ça peut être des mères, des conjoints, pas des conjointes, mais des mères et des sœurs. Mais il y a aussi l'ensemble du réseau amical ou alors du réseau professionnel. Et là, on est sur un modèle d'identification, c'est qu'en général, les femmes issues des classes populaires connaissent quelqu'un, une femme, qui a eu recours à la chirurgie bariatrique et qui veut donc se prêter à ce résultat corporel. Le traitement, lui, à mesure que l'on descend dans la hiérarchie sociale, eh bien, sera soutenable sur du long terme, tant que les rôles sociaux seront tenables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une femme issue des classes populaires, qui a donc en général fait plusieurs régimes, ceci dit, le régime était défini dans le temps, il ne concernait qu'elle. Elle était dans une forme de restriction pendant 3 semaines, 1 mois, enfin, vous connaissez le principe du régime. Et la transformation qui est proposée dans les centres spécialisés ne sera soutenable, donc acceptable sur le long terme, que si ça ne modifie pas ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, son réseau n'attend pas qu'elle vienne changer toutes les habitudes familiales, notamment les habitudes de couple. C'est-à-dire plus on descend dans la hiérarchie sociale, plus il est un petit peu hors de question pour le conjoint de lui-même changer ses habitudes alimentaires ou de développer des activités physiques. Pour les hommes, ça concerne surtout leur sociabilité extra-familiale, donc les sociabilités amicales et les sociabilités professionnelles. Pas que faut que le traitement soit conciliable avec tout ça, c'est-à-dire qu'il faut la sociabilité, par exemple, du week-end entre potes ou la sociabilité du midi autour du repas entre professionnels, il ne faut pas que ça se voit trop. Ils sont en train de trahir des normes de masculinité qui sont vraiment prégnantes. Du coup, l'ensemble de ces éléments permettent de déceler qu'il y a quand même 2 types de recommandations qui sont assez difficiles à admettre, 2 types de recommandations formulées dans des prises en charge spécialisées de l'obésité. La première recommandation, c'est d'essayer de se défaire de l'objectif pondéral, ne pas vouloir perdre 15 kilos, ne pas vouloir perdre 20 kilos. C'est très compliqué à admettre parce que les femmes, elles ont vécu souvent ce stigmate corporel depuis des années. Et même si elles veulent bien admettre qu'il y a une amélioration des données métaboliques, ceci dit, il n'empêche qu'à un moment, il faut que ça se voit sur le corps et donc que le corps
s'amincissent. Et pour les hommes, c'est la même chose, hein. Ils arrivent pour la plupart parce que leur corps est handicapant, et même si leur corpulence est handicapante, et même s'il y a une amélioration des données métaboliques, il y a quand même une inacceptabilité de devoir rester dans un corps gros, même s'il va mieux médicalement. Et enfin, deuxième type, alors qui est moins fréquente, qui varie selon les soignants, on retrouve moins ce conseil chez les soignants, mais ce qui est très difficile à admettre aussi chez beaucoup de patients, c'est le fait de travailler sur ses sensations, c'est-à-dire de substituer la personne par l'écoute de soi-même. On l'a vu par rapport aux cultures de classe, par rapport aux sensations, à la culture somatique de classe, au rapport à soi en fonction des classes sociales, et bien, plus on descend dans la hiérarchie sociale, plus ce propos en fait ne prend pas sens, ça ne fait pas, ça ne peut pas faire écho, ça va à l'encontre de tout ce qui a été appris et de tout ce qui est vécu même de manière sensitive depuis l'ensemble de leur parcours jusque-là. Donc c'est vraiment un discours qui est très très difficile à admettre. Alors pour finir sur la grossophobie rapidement, eh bien, la grossophobie, c'est un néologisme qui est apparu dans le débat public en 1994, porté par la voix des fondatrices de l'association Allegro Fortissimo. En fait, l'idée, c'était d'inviter un changement de cadrage, c'est-à-dire de ne plus s'interroger sur combien coûte l'obésité à la société, mais plutôt de regarder le coût de sa stigmatisation pour les personnes obèses. Depuis 1994, cette préoccupation collective, politique, médiatique est revenue dans le débat de manière cyclique, pour ne pas dire écliptique. Et ce terme n'est plus un néologisme aujourd'hui, puisqu'il a fait son entrée dans l'édition 2023 du Larousse. Alors maintenant, si on regarde qui lutte contre la grossophobie, on se rend compte que c'est, alors déjà, quand même, très principalement des femmes. Bon, ça peut s'expliquer par la distribution de l'obésité, évidemment, mais en fait, ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est quand même plutôt des femmes qui disposent de ressources déjà légitimes. Ce sont des femmes qui ont déjà une visibilité médiatique, qui sont déjà investies, qui ont déjà le droit à la parole, qui ont des ressources légitimes, c'est-à-dire qui ont des capitaux scolaires, des capitaux économiques, et aussi souvent un parcours de militante en amont. Et les patientes, en tout cas les patientes que j'ai rencontrées, hein, parce qu'évidemment je ne parle que de ce public-là, eh bien les patientes, elles, réfutent totalement à la fois le droit d'être obèse et le bien-être à être obèse, c'est-à-dire que non seulement elles considèrent que la lutte contre la grossophobie n'a pas lieu d'être, être obèse, c'est être effectivement moche, c'est être incapable de tenir son destin corporel, et elle ne croit pas du tout au discours du bien-être, alors notamment défendu par l'association Allegro Fortissimo, c'est-à-dire qu'elle pense que c'est un mensonge, que lorsque des femmes disent « mais moi je suis obèse et je suis bien dans mon corps », elles sont plutôt convaincues que c'est un mensonge. Donc pour conclure, finalement, eh bien, on peut se dire que si la classe sociale et le genre contribuent à fabriquer des classes sujets, c'est-à-dire des classes qui sont parlées par les autres et par les dominants, eh bien, l'obésité, parce que c'est un stigmate très violent, accentue ce processus. Voilà, je vous remercie de votre attention et bien sûr, je suis prête à discuter avec vous de ce qui vient d'être dit. Je peux, c'est parce qu'en fait, bon, nous, on a préparé vos interventions en amont, bien sûr, et quand tu nous as parlé d'évoquer la menace du stéréotype, à ce moment-là, on avait posé le mot d'autostigmatisation. C'est synonyme, ces deux choses-là, l'autostigmatisation, c'est différent. ça veut dire quoi ? C'est différent. La menace du stéréotype, c'est bien l'idée que quand on est nous-mêmes sujets à une stigmatisation, finalement, on va avoir des comportements qui vont venir confirmer cette stigmatisation. L'autostigmatisation ou bien l'internalisation de la stigmatisation, c'est le moment où toi, en tant que sujet victime de stigmatisation, de stéréotypes, tu vas toi-même te les imposer à toi-même. Et c'est ce qu'Estelle évoquait sur la fin, cette idée que finalement, quand Estelle, tu rencontres ses patientes, elles te disent oui, c'est vrai, c'est moche, oui, c'est vrai, il faut se prendre en main, et elles ont elles-mêmes intégré. Je ne pense toujours pas que ce soit la réalité de l'obésité que de penser que ces gens sont paresseux, fainéants, qui mangent trop, etc. Mais en fait, c'est un discours qu'on entend tellement
que c'est un discours que les patients eux-mêmes intègrent et eux-mêmes pensent sincèrement et avec douleur, hein, je pense, qu'ils sont moches, ils sont paresseux, ils n'ont aucune volonté. C'est d'autant plus vrai chez les femmes. Et entre eux, les patients peuvent être, enfin les personnes en situation d'obésité peuvent être stigmatisées entre eux, enfin maltraitants finalement. Oui, ça peut se retrouver aussi. Alors, peut-être que Estelle, tu seras plus spécialiste que moi dans ce domaine-là, mais finalement, on imagine, donc tu te retrouves stigmatisé du fait de ton poids. On t'assimile donc à un groupe d'appartenance, le groupe des obèses, auquel tu n'as pas envie d'être associé puisque c'est un groupe mal perçu, très stigmatisé. Tu peux toi-même stigmatiser les obèses avec cette forme de peu de dissociation d'une certaine manière où tu n'es pas ces gens-là, en fait, tu ne fais pas partie de cette classe et tu vas toi aussi les stigmatiser. Alors même que tu es en état d'obésité. Effectivement, par exemple, sur le nous, la question du nous, Très les intéressant. patients parlent beaucoup du nous, les patients que j'ai rencontrés, mais c'est nous, patients obèses, qui nous prenons en main, par opposition aux autres personnes obèses qui ne font pas de chirurgie, qui ne font pas d'éducation thérapeutique. Il y a cette distance-là qui se crée entre nous, on fait quelque chose, et les autres ne le font pas, déjà première chose. Et à l'intérieur de ce groupe du nous patients, eh bien, il y a une police interne, hein, c'est-à-dire que, par exemple, après la chirurgie, la reprise de poids est sanctionnée très, très violemment et c'est la preuve que la personne s'est laissée aller, qu'elle n'a pas profité de la chance impulsée par la chirurgie et qu'elle s'est laissée aller. Il n'y a pas d'autre explication, quoi. Ce qui est une manière de se protéger hein, d'un point de vue psychique, cette idée que nous, on se prend en main comparativement aux obèses qui ne font rien, c'est une manière de ne pas s'effondrer psychiquement. Toute la difficulté, et je pense c'est un peu ce qu'on peut présenter là avec Estelle, c'est que tout ça n'est pas intrinsèque au sujet, est bien ancré dans un phénomène social très fort en fait, et que les gens vont s'accaparer et qui vont confirmer en fait dans la menace du stéréotype, c'est ce qu'on observe, alors même que ça ne leur appartient pas en fait, ça appartient à vraiment une stigmatisation très large. Alors, du coup, nous avons des questions. Sur la première qui écoute. Donc, avec le phénomène d'ascenseur social, est-ce que des tensions sont observées dans les familles entre générations, parents ouvriers, enfants cadres? Est-ce que vous avez observé ça? Alors, moi, non. Pas dans ce sens-là. En tout cas, pas dans le sens, c'est-à-dire là où la stigmatisation va être la plus forte, ça va être dans le sens inverse, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est issu de classes très populaires et d'une famille, admettons, en plus en situation d'obésité, enfin avec en tout cas une obésité familiale assez marquée, et un sujet qui est devenu cadre, admettons, et qui applique l'ensemble des normes diététiques, etc., eh bien, c'est lui qui va être stigmatisé. En fait, il trahit ses origines. On comprend pas. Il appartient plus. À partir du moment où on ne fait plus pareil, on n'appartient plus. C'est ce qui se passe, ne serait-ce qu'au sein du groupe des personnes obèses. Le nous n'est viable qu'à partir du moment où tout le monde fait la même chose s'il y a des personnes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un fort rejet des personnes qui, en tout cas parmi les personnes que j'ai rencontrées, hein, qu'il y a un fort rejet des femmes qui défendent la lutte contre la grossophobie. Hein. C'est vraiment, là, il y a trahison. Comment en tant que femme obèse, parler de nous en disant qu'on peut être bien et qu'il faut arrêter de stigmatiser. C'est absolument pas possible. Quoi. Le nous existe. Donc là, sur les histoires d'ascenseur social, c'est dans ces problématiques-là que ça se joue. Après, il y a aussi, par contre, dans l'autre sens, il peut y avoir une honte, mais ça, c'est valable pour n'importe quelle ascension sociale, c'est-à-dire une honte de ses origines. Parce qu'on est dans une forme d'ascension. Mais c'est pas valable que pour l'obésité, c'est valable pour tout. C'est-à-dire que j'ai honte de venir de ce milieu-là. Je ne vais pas, du coup, présenter mes parents. Je ne vais pas me présenter mes parents soit à mon petit ami, soit à mes amis, soit à mes collègues, enfin voilà, etc., etc. C'est d'ailleurs l'histoire de Pierre Bourdieu, hein, qui est sociologue de référence en France. C'est son histoire.
il est devenu le maître en sociologie, il a des origines sociales très populaires, et ça a été une violence permanente, en fait, hein, pour lui. Il y a une autre question, merci beaucoup pour vos réponses. Comment dialoguer avec un patient obèse qui connaît son obésité et ses risques, mais les ignore? Il n'y pense pas, se les cache inconsciemment ou procrastine sa prise en charge par peur d'échec, par exemple. Donc, c'est comment dialoguer? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à cette question? Moi, je n'ai pas forcément de réponse, mais j'ai d'autres questions. Quand on parle des risques ignorés, de quoi parle-t-on? Quand on parle de la prise en charge, de la peur de l'échec, de quoi parle-t-on? Parce que là, en fait, on retombe dans l'idée de il faut qu'il se prenne en main, en fait. Et donc, on va rentrer dans le cercle vicieux de la stigmatisation de c'est son entière faute et on n'avancera pas, en fait. Oui, parce qu'une personne obèse n'est pas forcément malade. Non. Et puis, moi, je reviendrai aussi sur la question initiale de c'est un trouble extrêmement complexe. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on en est là? Moi, c'est une des premières questions que je me poserais. Quelle est l'histoire de cette personne? Tout à fait. N'hésitez pas, si vous voulez prendre la main, à lever la main et on peut vous ouvrir le micro. Et il y a un peu une réaction un peu qui va peut-être dans ce sens, qui rejoint un peu cette question-là. Il y a aussi une diététicienne récemment diplômée qui trouve que son BTS favorise cette stigmatisation. On apprend à faire des rations, compter les calories, etc. Et en milieu hospitalier, elle se rend compte que tout est fait pour culpabiliser la personne obèse et être dans la restriction plutôt. Et donc, la question, c'est un peu comment devenir un bon professionnel sans tomber dans cette stigmatisation, ce jugement autour de l'obésité. Et dommage que cette thématique soit pas ou peu abordée dans les formations. C'est vrai que voilà, comment est-ce qu'en tant que professionnel, on arrive à les accompagner parce que c'est notre rôle, mais à ne pas tomber dans cette stigmatisation, ce jugement-là. Je ne sais pas si vous avez des pistes. Alors, en tout cas, moi, je trouve qu'effectivement, c'est dommage qu'en 2023, ce soit encore les discours dans les BTS de diététique. Hein. J'entends que la question des calories, de la nutrition, soit un domaine très intéressant pour les BTS de diététique, mais selon moi, pas dans la prise en charge de l'obésité, puisque déjà, en fait, d'emblée, on se dit quand on forme les diététiciens, diététiciennes, que l'objectif, ce sera de faire maigrir ces gens, en fait. Et on est déjà parti dans la stigmatisation de manger moins, bouger plus. Et donc, on y est déjà en plein. Donc, accompagner, oui, mais accompagner, en fait, c'est pas, selon moi, c'est pas manger moins, bouger plus, en fait. Comment faire pour pas tomber dans cette manière de prendre en charge les patients quand on sort des BTS, me semble-t-il, la SRAE, vous œuvrez dans ce sens. Vous n'êtes pas les seuls, il y a l'association du Gros qui propose aussi beaucoup de formations et qui va aussi prôner pour une autre manière d'accompagner ou en tout cas d'échanger avec les personnes présentant un état d'obésité. Oui, tout à fait. Toute petite remarque, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Delphine. Là où je mettrai un tout petit bémol d'un point de vue sociologique, c'est sur le discours du Gros. Puisque, alors, sur l'approche, on est d'accord, ils ne sont pas dans la même démarche, donc là-dessus, c'est intéressant. Mais par contre, le discours, on va travailler sur vos sensations, mais pas entendable par tout le monde, et peut stigmatiser, en fait, on a des personnes issues des cultures de classe les plus populaires, c'est-à-dire que ça veut dire quoi écouter ma faim, ça veut dire quoi un travail sur mes émotions, et là, il y a vraiment il y a une notion de frontière sociale quasiment qui se crée quasiment d'entrée de jeu, et vraiment, pour avoir discuté avec, notamment longuement, enfin interviewé longuement l'une des intervenantes du Gros, en fait, elle a plein de patients qui refusent, mais ces patients-là, moi, je ne les ai pas rencontrés, je n'ai pas fait leur profil, mais on peut assez facilement supposer que puisque ce discours n'est pas entendable dans certaines franges sociales, parce que ce n'est pas du tout la culture de classe, que ce discours-là peut renvoyer tout de suite « Ah bah ok, donc moi, je n'y arriverai pas parce que je ne suis pas capable de… » Il faudrait presque faire un profil sociologique en amont pour pouvoir adapter le discours, en fait. Je te rejoins, Estelle, et je ne pense pas qu'il y ait que la question de classe qui freine sur la question des sensations, me semble-t-il. Mais alors, j'ai envie de
de voir le verre à moitié plein en me disant qu'on a quand même une alternative qui me semble quand même un peu plus bienveillante que ce qu'elle n'a été précédemment et un peu moins stigmatisante. Mais je te rejoins sur le fait qu'il y a encore énormément de travail, notamment de travail de recherche à faire pour comprendre d'où viennent, et encore une fois, dans une lecture vraiment pluridisciplinaire, d'où viennent les points de blocage et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la question des sensations, elle n'est pas entendable et elle n'est pas une solution non plus pour tous, en fait. Et je reviens vraiment sur trouble complexe, réponse complexe. On n'aura jamais une solution unique pour tous, hein, et je ne sais pas non plus à quelle question on est en train de répondre. Est-ce que la question, c'est de les faire maigrir? Je ne pense pas. Mais en tout cas, voilà. Mais ça avance, en fait. C'est ça que j'y vois, moi, avec le gros. On a ouvert on a ouvert un peu le spectre des possibles. Sur le gros, il y a un commentaire à saut du gros, ok, mais très cher aussi, ça peut nous prendre encore quelques années à étudier encore entre-temps. On fait comment pour faire des prises en charge correctes? Et est-ce que toutes les diètes se mettent en question? Enfin, en fait, se remettre en question. ouais. Effectivement, toutes les diètes n'ont certainement pas cette approche-là. Non, et avec humilité, oui, la formation est longue, en fait. Alors, j'entends le coût financier que peut avoir le gros. Je pense qu'il y a d'autres manières de se former à ces approches plus psychocorporelles, autour des sensations ou pas. Mais oui, l'obésité, c'est compliqué. Et la prise en charge de l'obésité, réussir à faire de bonnes prises en charge, mais je ne suis pas sûre que ce soit spécifique à l'obésité, ça prend du temps. Et la formation est longue. Ah oui, et Marine, tu répondais par rapport à la question. Il y avait une question sur est-ce qu'on était auprès de Rouen? Non, on est bien régional en Pays de la Loire. Pour autant, on peut répondre à la question. Oui, pour autant, si vous avez des sujets, on peut en discuter sans problème, échanger sur les sujets qui vous intéressent ou pour lesquels vous avez des questionnements. Il n'y a pas de problème. Après, nos actions, oui, sont régionales. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions ou quelqu'un qui veut prendre la parole directement? Il nous reste encore 6 minutes dans le timing imparti. Je rebondis juste sur un commentaire qui disait que ces présentations étaient très riches et ça encourage à développer les nouvelles pratiques de prise en charge pour lever justement les stéréotypes alimentaires, notamment et favoriser la reconnexion au corps, la confiance en ses sensations. Donc, effectivement, c'est par le biais de choses de ce type qu'on peut aussi éveiller les consciences et faire évoluer les pratiques. Il y a eu quelque chose de super intéressant qui a été dit, c'est sur les formations initiales de l'ensemble des soignants, hein. On a parlé des diététiciennes, mais ça peut concerner n'importe quelle profession de soignants. Effectivement, il y a quand même sans doute là un vrai nerf de la guerre, c'est-à-dire dès le début d'un petit peu enlever la soupape là, par rapport à l'obésité et essayer de l'aborder de manière différente et ne pas vouloir faire maigrir absolument tout le monde et ne pas se dire que c'est forcément synonyme de maladie pour tout le monde. Que, voilà, certes, le fait que ce soit reconnu comme une maladie, ça peut participer à une forme de déstigmatisation. Ça aurait pu participer, d'ailleurs, c'est plutôt hypothétique, à une forme de, voilà, c'est pas une déviance, c'est une maladie. Mais ceci dit, toutes les personnes avec un IMC supérieur à la moyenne ne sont pas malades. Voilà, il faut aussi... je pense que la formation, effectivement, les formations initiales, alors au-delà des formations après, tout au long de la carrière, mais dès les formations initiales, il y a quand même peu de sensibilisation à ça. C'est quand même un discours assez unique sur une personne obèse mange trop et ne bouge pas assez. Et sur la question de la stigmatisation et la formation des professionnels, dans les dernières recommandations HAS, il en est bien question et il recommande voilà, au personnel soignant de s'informer, de se former pour être le moins stigmatisant possible dans les prises en charge. Et alors, Lucioni, MVE, on a que ça sur... allez-y, prenez la parole. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis Lucioni V, donc je suis athlète de haut niveau et ancien coach sportif aujourd'hui.
Et donc, en tant qu'ancien obèse, je me suis reconverti à force de mental, de bien-être et de bienveillance envers moi-même. J'ai atteint des objectifs grâce aussi à la compétition. Et en devenant coach sportif, je me suis rendu compte que justement, la population en surpoids était très stigmatisée. J'ai créé une association aujourd'hui qui milite justement pour le sport bien-être pour tous et dans de bonnes normes. Et prochainement, j'ai un sujet, un événement qui s'appelle le surpoids, pas dans l'assiette, mais surtout dans les émotions. Donc, en venant à votre webinaire, je suis tombé sur quelque chose de vraiment très intéressant. J'ai appris et vu des choses que je ne connaissais pas avant, surtout scientifiquement parlant. Et aujourd'hui, moi, sur l'événement sur lequel je souhaite intervenir avec une diététicienne pour parler un peu de l'assiette, mais pas comme on la voit, je souhaite parler du body positive en apprenant aux gens à prendre soin d'eux, en apprenant aux gens tout d'abord à accepter cette posture-là, parce que je suis passé par là. J'ai d'abord accepté que j'étais dans une situation d'obésité avant de me dire que progressivement, je vais mettre en place un processus pour sortir de là. Transmettre mon expérience, c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, en vous écoutant, quel message pouvez-vous ajouter à ce que je dirais, par exemple? Si je me retrouve face à une personne justement qui s'auto-stigmatise, ou encore face à une personne qui aujourd'hui a du mal même à se présenter pour parler d'obésité. Parce qu'aujourd'hui, les personnes en surpoids, j'accompagne des groupes à travers Rouen. C'est moi qui posais la question tout à l'heure. Et j'accompagne plus de 200 personnes. Et sur ces 200 personnes, je n'en ai que 2 qui soient en surpoids, en obésité, en situation d'obésité. Et ces 2 personnes-là m'ont fait confiance, donc je travaille avec elles. Mais aujourd'hui, quel discours, moi, en tant que coach sportif, pas diététicien, pas scientifique, parce que nos formations sont vraiment des formations de base, je me suis appuyé strictement sur mon expérience et aussi avec un apport scientifique pour présenter mon projet. Quel message ou discours pourrais-je apporter à des personnes aujourd'hui, en plus? Merci. Moi, je peux vous répondre, mais je vais vous répondre de ma place parce que moi, je ne suis pas coach sportif, en fait. Je suis chercheur en psychologie et la majorité de mes travaux de recherche portent justement sur l'alimentation et les émotions. Donc, moi, mon discours, il sera beaucoup là-dessus, mais toujours avec, et je rejoins Consuelo avec cette idée de la pluridisciplinarité sur le fait que ni vous ni moi ne pouvons répondre seuls. Finalement, on a besoin de travailler ensemble pour pouvoir avoir une réponse qui soit, encore une fois, une réponse complexe à la hauteur de la complexité de ce qui se passe. Oui, en effet. Mais je trouve ça vraiment chouette déjà que vous alliez chercher une diététicienne pour complémenter vos approches, en fait. Allez chercher un psycho et un sociologue maintenant. Bah, ça se fera prochainement. C'est pour ça que j'ai demandé s'il y avait une antenne pour justement pouvoir m'accompagner progressivement dans ce projet que je vais mener au fil des années. Parce que je vais peut-être… Oui. Non, allez-y, excusez-moi. Non, je disais parce que j'ai peut-être la compétence, la motivation et l'enthousiasme nécessaire pour accompagner ces personnes. Mais effectivement, sur le plan scientifique, je me rends compte que je suis un peu loin de tout ce à quoi je pensais. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher. À Rouen, il y a un centre spécialisé obésité qui est plutôt actif, même dans le domaine, qui est très, très actif. Donc, normalement, voilà, vous avez assez simplement leurs coordonnées. Vous tapez CSO Rouen ou CHU Rouen, vous trouverez les coordonnées de ces professionnels et il y aura forcément dans l'équipe psychologue, enseignant en activité physique adaptée, etc. Je vous remercie. De rien. Et il y a une dernière question dans le chat et tu l'as dit tout à l'heure, Delphine, et on l'a noté, on s'est dit que ça pourrait être une idée pour un prochain webinaire. Quelqu'un qui demande des ouvrages ou des références sur le sujet de l'alimentation et des émotions.
Ouais, alors ça, je peux vous en donner dans l'après-coup. Pas demain, vous connaissez mon planning, la SRAE, je suis désolée, mais je peux déjà vous donner quelques références et puis on peut réenvisager d'autres temps d'échange sur le sujet avec plaisir. Ça pourrait être complémentaire avec ce premier webinaire. Et faire le lien avec le renforcement des compétences psychosociales et l'ETP également. La Alors, question de l'ETP, il nous faudrait plus que les 2 minutes qu'on a déjà dépassées Oui. pour qu'on en parle. Complètement. Alors après, oui, l'objectif des prises en charge, c'est ça, c'est que c'est tellement complexe que oui, il y a l'ETP qui rentre en jeu, il y a le renforcement des compétences psychosociales. Après, je parle pour les professionnels qui interviennent, mais oui, enfin, en tout cas, les professionnels compétents mettent en place ces liens évidents.